Les scientifiques prévoient une éruption volcanique susceptible de figurer parmi les plus dévastatrices de l'histoire humaine. La probabilité qu'un tel événement survienne au cours de ce siècle est d'1 sur 6, et ses répercussions pourraient non seulement altérer encore davantage le climat, mais également menacer des millions de vies. En janvier 2022, le volcan Hunga Tonga Hunga Ha'apai est entré en éruption dans l'océan Pacifique Sud, engendrant une explosion d'une ampleur considérable. Cette déflagration a déclenché des tsunamis qui ont atteint les côtes du Japon et d'Amérique. Les Tonga, quant à elles, ont subi des dommages d'une telle gravité qu'ils ont représenté près de 20% du produit intérieur brut du pays. Des chercheurs de l'Institut Niels Bohr de Copenhague ont analysé des carottes de glace prélevées au Groenland et en Antarctique, et leurs conclusions sont alarmantes. Une catastrophe volcanique d'ampleur mondiale pourrait se profiler. Selon eux, la probabilité d'une éruption d'une intensité 10 à 100 fois supérieure à celle des Tonga est bien réelle. Par le passé, des cataclysmes de cette envergure ont profondément bouleversé le climat et ont même conduit à l'effondrement de certaines civilisations. Bien que la menace d'éruption volcanique majeure soit avérée, les spécialistes estiment que le monde n'y est pas du tout préparé. Michael Cassidy, volcanologue à l'université de Birmingham, met en garde contre l'absence d'efforts significatifs pour anticiper une telle catastrophe. Il souligne que la NASA et d'autres agences spatiales consacrent des milliards de dollars à la protection contre les astéroïdes, alors qu'une super-éruption volcanique demeure un scénario bien plus probable. Or, à ce jour, aucun plan global n'a été élaboré pour faire face à un événement de cette ampleur, malgré les ravages qu'il pourrait provoquer. La dernière éruption de magnitude 7 recensée s'est produite en 1815 sur le mont Tambora, en Indonésie. En l'espace de quelques jours, des milliers de personnes ont perdu la vie. Cet événement a également bouleversé le climat et engendré des pénuries à l'échelle mondiale, touchant des millions d'individus. Il s'agit de la plus puissante éruption jamais enregistrée. Elle a projeté une quantité colossale de particules dans l'atmosphère, qui ont obscurci la lumière solaire, entraînant un refroidissement et plongeant le monde dans le chaos. L'année suivant l'éruption fut surnommée l'année sans été. Les températures chutèrent, les récoltes furent anéanties, la famine s'étendit et une épidémie de choléra fit des dizaines de milliers de victimes. Un détail frappant, l'éruption aurait même inspiré Mary Shelley à écrire Frankenstein alors qu'elle était contrainte de rester enfermée durant cet été anormalement froid de 1816 en Suisse. Depuis lors, de nombreux volcans sont entrés en éruption, mais aucun n'a égalé le Tambora en intensité. Plus de 2 siècles plus tard, les scientifiques alertent sur une nouvelle menace volcanique. Une super-éruption pourrait être imminente et le monde pourrait ne pas y être préparé. Tandis que les chercheurs évaluent sérieusement cette probabilité, les experts réclament des mesures urgentes avant qu'il ne soit trop tard. Une éruption volcanique de grande ampleur aujourd'hui pourrait s'avérer encore plus dévastatrice que l'année sans été. Contrairement à l'époque, nous sommes déjà confrontés à des bouleversements climatiques et à une fragilité accrue des systèmes mondiaux, ce qui en amplifierait les conséquences. Le docteur Michael Rampino, spécialiste en géologie, avertit que l'instabilité actuelle du monde rendrait une méga-éruption moderne encore plus catastrophique. Paradoxalement, les gaz à effet de serre issus des énergies fossiles pourraient accentuer le refroidissement post-éruption au lieu de l'atténuer. Autrement dit, l'activité volcanique pourrait représenter une menace directe pour l'humanité. Le docteur Thomas Aubry, volcanologue, a mis en évidence qu'avec une atmosphère plus chaude et instable, le dioxyde de soufre libéré par une éruption se disperserait plus vite et plus loin qu'autrefois. Ce gaz génère des aérosols de sulfate qui réfléchissent la lumière solaire et contribuent ainsi au refroidissement climatique global. Ces particules minuscules, en se dispersant plus uniformément, auraient un effet de refroidissement encore plus marqué qu'en 1815. Un autre spécialiste de l'atmosphère à Cambridge souligne que leur taille joue un rôle crucial dans l'absorption de la lumière solaire. Dans un climat futur plus chaud, une éruption pourrait ainsi accentuer le refroidissement de surface de 15%. De nombreuses inconnues subsistent. Les chercheurs de l'Université de Genève estiment que nous ne faisons que commencer à mesurer l'ampleur des effets d'un tel phénomène. De plus, l'estimation des risques d'éruption future reste difficile, faute de données précises sur les événements volcaniques anciens. Pour retracer l'activité volcanique passée, les scientifiques étudient les carottes de glace du Groenland et de l'Antarctique, ainsi que les cernes des arbres anciens, véritables archives des variations climatiques. Ces analyses révèlent que plusieurs éruptions survenues au cours des derniers millénaires ont temporairement refroidi la planète d'1 à 1,5 degré.
L'une des éruptions les plus dévastatrices fut celle du Samalas, en 1257, en Indonésie, dont la puissance aurait déclenché le petit âge glaciaire, période de refroidissement global ayant duré plusieurs siècles. Plus récemment, l'éruption du mont Pinatubo en 1991 aux Philippines a entraîné un léger refroidissement terrestre durant quelques années. Grâce aux satellites, les scientifiques ont pu mesurer avec précision la quantité de dioxyde de soufre libérée et son impact atmosphérique. En dépit des technologies modernes, satellites et instruments sismiques, prévoir la prochaine grande éruption reste un défi. Toutefois, même sans pouvoir en déterminer le moment exact, il est possible d'étudier des scénarios extrêmes afin d'aider les autorités à anticiper la crise. Cela implique notamment l'élaboration de plans d'évacuation et la constitution de réserves alimentaires pour faire face aux éventuelles pertes de récoltes causées par un refroidissement global. L'altération des régimes météorologiques pourrait accroître l'activité volcanique. La fonte des glaciers allège la pression exercée sur le magma souterrain, augmentant ainsi le risque d'éruption. Par ailleurs, la recrudescence de violentes précipitations favorise l'infiltration de l'eau dans les failles volcaniques, ce qui peut engendrer de violentes explosions provoquées par la vapeur. Ce phénomène concerne aussi bien les volcans actifs que ceux en sommeil. Face à ces dangers, les scientifiques établissent une cartographie des volcans les plus sensibles au changement climatique. Leurs analyses révèlent que les supervolcans les plus menaçants se situent en Islande, au Chili et en Indonésie, des régions où les glaciers fondent rapidement ou où les précipitations augmentent de façon spectaculaire. Une étude de 2022 a identifié 716 volcans à travers le monde, soit environ 58% des volcans émergés et actifs connus, susceptibles d'être agités par des précipitations extrêmes, ce qui pourrait accroître le risque d'une nouvelle petite ère glaciaire. Revenons maintenant à l'éruption du Hungatonga Hunga Ha'apai, survenue le 15 janvier 2022. Les scientifiques ont confirmé qu'elle a généré le panache volcanique le plus haut jamais enregistré. Ce volcan sous-marin du Pacifique Sud a projeté un nuage de cendres à 57 000 mètres d'altitude, surpassant toutes les éruptions précédemment documentées. Ce qui rend cet événement encore plus exceptionnel, c'est qu'il s'agit du premier panache volcanique à atteindre la mésosphère, troisième couche de l'atmosphère terrestre. Cette zone, située à partir de 50 000 mètres d'altitude, est celle où les météores se consument et donnent naissance aux étoiles filantes. Pour déterminer la hauteur du panache, des chercheurs de l'université d'Oxford et de RAL Space ont exploité les données de 3 satellites météo géostationnaires. Jusqu'alors, le record était détenu par l'éruption du mont Pinatubo en 1991 aux Philippines, dont le panache avait culminé à 40 000 mètres. Il est intéressant de noter que ce type de mesure n'est réalisable que grâce aux avancées récentes en matière de satellites, et qu'il y a encore 10 ans, une telle analyse aurait été impossible. Un autre volcan à surveiller de près en raison de son potentiel destructeur se trouve sur la péninsule islandaise de Reykjanes. Sa dernière éruption, survenue en novembre 2024, a entraîné l'évacuation des zones environnantes. L'activité volcanique a débuté peu après 23 heures, sans grand signe avant-coureur, libérant une coulée de lave orange à partir d'une fissure longue de 3 km. Les autorités ont ordonné l'évacuation d'une 50aine de maisons, ainsi que du complexe thermal de Blue Lagoon, une destination touristique prisée au sud-ouest de Reykjavik. Bien que le trafic aérien n'ait pas été perturbé, les autorités ont néanmoins alerté sur la dispersion de gaz potentiellement toxiques dans certaines zones de la péninsule, notamment aux abords de la ville de Grindavik. Cette localité de 3800 habitants a été maintes fois confrontée à une activité volcanique et a subi par le passé des éruptions qui ont endommagé ses infrastructures et contraint ses habitants à évacuer. Ainsi, en août 2024, une fissure de 3800 mètres s'est ouverte au niveau du cratère de Sund-Núpsgígar, près de Grindavik, forçant les autorités à décréter l'état d'urgence alors que la lave se répandait dans plusieurs directions. Heureusement, les services météorologiques islandais ont indiqué que cette dernière éruption était nettement moins importante que celle survenue en août. Des géophysiciens ont effectué des relevés aériens et constaté que l'intensité de l'événement était moindre comparée aux précédentes éruptions. Pour l'instant, Grindavik n'est pas en danger immédiat, mais une reprise de l'activité ne peut être écartée. Les chercheurs estiment en effet que de nouvelles éruptions volcaniques sont à prévoir. Frankenstein, un climat glacial et des torrents de lave, qu'ont-ils donc en commun? Ils trouvent tous leur origine dans l'éruption du mont Tambora. Ce volcan indonésien a eu un impact si colossal
que ces répercussions se faisaient encore sentir en Suisse 1 an plus tard, bien que ces deux endroits soient séparés de plusieurs milliers de kilomètres. Nous pourrions bientôt faire face à un phénomène similaire. Restez à l'écoute, car on va vous dévoiler l'endroit précis où la prochaine éruption est attendue pour 2025. En 1815, le Tambora a connu une éruption d'une force inégalée, projetant un immense nuage de fines particules dans l'atmosphère. Ce voile atmosphérique a réfléchi la lumière du Soleil, provoquant un refroidissement mondial et même l'année sans été de 1816. Les températures ont drastiquement chuté, provoquant des récoltes désastreuses et entraînant des pénuries alimentaires partout dans le monde, exacerbées par de nombreux problèmes de santé. Anecdote méconnue, Frankenstein a vu le jour en raison d'un été anormalement froid en 1816. Mary Shelley, bloquée en Suisse par ce climat glacial, a rédigé ce récit pour combler ses journées. Mais ce fut la seule conséquence positive de cet événement. En Angleterre et en Irlande, les mauvaises récoltes ont causé une famine si sévère qu'elle a coûté des vies. Tout cela imputable à l'éruption survenue en Indonésie. Bien que plusieurs autres volcans soient entrés en éruption depuis, aucun n'a eu d'impact aussi dramatique que le Tambora. Markus Stoffel, professeur de climatologie à l'Université de Genève, estime que les éruptions majeures ne sont pas simplement dues au hasard. Elles sont inévitables. Nous avons donc le choix. Attendre passivement ou commencer dès aujourd'hui à nous préparer. Cette future éruption se produira dans un monde bien différent de celui de 1815. La planète est aujourd'hui non seulement beaucoup plus densément peuplée, mais elle a aussi connu des transformations irréversibles qui bouleversent notre quotidien. Si vous pensez que les volcans sont toujours les grands responsables, détrompez-vous. En réalité, ils ont joué un rôle fondamental dans la structuration de notre planète. Ils participent à la formation des terres, au développement de l'atmosphère et à la régulation du climat. Prenez Yellowstone par exemple. La lave épaisse qui s'est déversée à la surface a remodelé le paysage de manière irréversible. Lorsqu'un volcan entre en éruption, il projette un mélange de lave, de cendres et de gaz, dont du dioxyde de carbone. Mais ne vous alarmez pas, en comparaison des émissions de nos combustibles fossiles, la quantité libérée par les volcans est négligeable. Ce qui intéresse particulièrement les scientifiques, c'est le dioxyde de soufre, car son impact sur le climat peut être significatif. Lors d'une éruption volcanique majeure, le dioxyde de soufre peut être propulsé jusqu'à la stratosphère, à environ 11 km d'altitude. Une fois à cette hauteur, il se transforme en minuscules particules d'aérosol qui dispersent la lumière du Soleil, contribuant ainsi à refroidir la planète. Toutefois, cet effet n'est pas immédiat. Ces particules peuvent rester en suspension pendant plusieurs années et se propager à travers le monde entier. Aujourd'hui, des équipements sophistiqués nous permettent de surveiller les émissions de dioxyde de soufre depuis l'espace. Prenons l'éruption du mont Pinatubo aux Philippines en 1991. Environ 15 millions de tonnes de dioxyde de soufre ont été relâchées. Bien que cette quantité soit considérable, elle reste inférieure à celle du Tambora. Malgré tout, le Pinatubo a abaissé la température mondiale de près d'1,5 degré Celsius pendant plusieurs années, de même que le Tambora en son temps. Cela peut sembler peu, mais en réalité, les conséquences sont loin d'être insignifiantes. Si la température de la planète augmente ne serait-ce que d'1,5 degré, les répercussions sur le niveau des mers pourraient être sérieuses. Les experts estiment que cela pourrait entraîner une hausse allant jusqu'à 20 cm d'ici la fin du siècle, menaçant d'engloutir de nombreuses terres côtières, avec des conséquences dramatiques pour de nombreuses communautés. Une éruption volcanique capable de refroidir la planète pourrait-elle alors s'apparenter à un mécanisme naturel de régulation? Pas tout à fait. Bien qu'une éruption puisse effectivement refroidir la planète, il serait erroné de croire que cela représente le type de rafraîchissement dont nous avons besoin. De telles variations de température peuvent gravement perturber les cultures, comme ce fut le cas en 1816. Des recherches montrent également que des éruptions majeures peuvent modifier les régimes de précipitation, entraînant un assèchement des régions de mousson en Afrique et en Asie. La mousson d'été dépend en effet de la différence de température entre la Terre et l'océan, une variable que l'activité volcanique peut altérer. De manière intéressante, un climat plus chaud pourrait intensifier les effets de refroidissement des éruptions. Les spécialistes expliquent que la formation et la dispersion des particules d'aérosol sont influencées par les conditions climatiques.
Avec la hausse des températures, une circulation atmosphérique plus rapide peut générer des particules d'aérosols de taille réduite, lesquelles se montrent plus efficaces pour diffuser la lumière solaire et donc renforcer l'effet de refroidissement. Les océans jouent également un rôle dans cette interaction. Lorsque la surface océanique se réchauffe, elle crée une couche stratifiée qui limite le mélange des eaux chaudes et froides. Selon Stoffel, cela pourrait signifier que les éruptions volcaniques refroidissent principalement les couches supérieures de l'océan et l'atmosphère qui les surplombe. De plus, le réchauffement climatique pourrait exercer une influence directe sur les systèmes volcaniques. La fonte des glaces, en réduisant la pression exercée sur la croûte terrestre, pourrait faciliter la remontée du magma et accroître la fréquence des éruptions. En outre, les précipitations accrues, liées au réchauffement, pourraient pénétrer les sols et interagir avec le magma, ce qui pourrait également favoriser les éruptions. Bien que l'idée d'une période de refroidissement due à une éruption volcanique puisse sembler avantageuse dans le contexte du changement climatique, les scientifiques préviennent que les conséquences pourraient être graves. Les répercussions immédiates pourraient s'avérer sévères, notamment pour les quelques 800 millions de personnes vivant à proximité de volcans actifs. Une éruption majeure pourrait anéantir des villes entières. À titre d'exemple, les champs flégréens, situés près de Naples, montrent des signes d'activité croissante et menaçant la sécurité de près d'1 million d'habitants. Si vous passez par l'Oregon, restez vigilants, car les experts estiment que cet État pourrait être le théâtre d'éruptions volcaniques. Cela vous effraie? Rassurez-vous. La situation n'est pas aussi alarmante qu'elle en a l'air. L'Oregon compte plus de 80 volcans, mais aucun de ceux situés à la surface ne suscite d'inquiétude pour le moment. C'est un volcan sous-marin qui pourrait entrer en éruption en 2025. Le mont sous-marin Axial est actuellement le volcan le plus actif du nord-ouest du Pacifique. Mais il demeure largement méconnu du public en raison de sa localisation à environ 500 km des côtes et à plus de 1500 mètres sous la surface. En raison de sa profondeur et de sa distance par rapport à la faille de Cascadia, sa prochaine éruption ne devrait ni provoquer de tsunami ni causer de séismes importants. Les données recueillies lors de ces éruptions pourraient cependant améliorer la surveillance de volcans potentiellement plus dangereux. On pourrait presque parler d'une éruption de courtoisie, n'est-ce pas? Prédire les éruptions demeure une tâche complexe. Nous lisons parfois des titres alarmants annonçant que Yellowstone est sur le point d'entrer en éruption. Faut-il prendre ces affirmations au sérieux? Pas vraiment. Certes, Yellowstone repose sur un supervolcan actif qui a connu 3 grandes éruptions explosives au cours des 2,1 derniers millions d'années. La dernière éruption remonte à environ 70 000 ans, tandis que la plus importante, survenue il y a quelques 631 000 ans, a formé l'immense caldeira de Yellowstone. Nombreux sont ceux qui se demandent si une nouvelle éruption est imminente et, si oui, à quel moment elle pourrait se produire. Heureusement, les scientifiques développent de nouvelles méthodes pour mieux comprendre ces phénomènes. Une étude récente indique qu'il est peu probable que Yellowstone connaisse une nouvelle éruption majeure dans un avenir proche. La raison réside dans la structure du magma sous le parc, qui est fragmenté en chambres distinctes. Bien que des quantités significatives de magma soient encore présentes, elles ne sont pas suffisamment interconnectées pour permettre une éruption. Des recherches antérieures avaient suggéré l'existence d'une immense couche de magma sous Yellowstone, mais les dernières conclusions remettent cette hypothèse en question. Pour mieux comprendre la dynamique souterraine, les chercheurs ont eu recours à la technique de la magnétotellurique, qui exploite les champs électromagnétiques naturels de la Terre au lieu des ondes sismiques. Cette méthode, particulièrement adaptée au magma en raison de sa capacité à bien conduire l'électricité, permet de cartographier efficacement la roche en fusion et de mieux appréhender l'activité souterraine dans les régions volcaniques. Grâce à la magnétotellurique, les chercheurs ont pu dresser une carte détaillée du magma sous Yellowstone, les aidant ainsi à affiner leurs prévisions sur les futures éruptions. Mais que se passerait-il si une éruption de l'ampleur de celle du Tambora survenait à nouveau? Cela provoquerait un véritable chaos climatique. Bien que les plus grands savants cherchent activement une solution à ce scénario, ils n'en ont pas encore trouvé, ce qui signifie que nous ne sommes pas vraiment prêts pour un second Tambora. Pour l'instant, toutefois, nous pouvons être rassurés. Aucune éruption majeure n'est prévue. Ouf! Nous sommes le 15 janvier 2022. Il est 16h47, heure locale. L'éruption est sur le point de débuter. Ressentez-vous ces secousses?
le Pacifique Sud s'apprête à être le théâtre de l'une des éruptions volcaniques les plus intenses jamais enregistrées par la technologie moderne. Elle survient dans le volcan sous-marin Unga Tonga Unga Ha'apai, niché dans l'archipel des Tonga. L'éruption est d'une ampleur exceptionnelle, avec un indice d'explosivité volcanique d'au moins 5, sur une échelle qui culmine à 8. Son intensité est comparable à celle de catastrophes historiques telles que l'éruption du mont St. Helens en 1980 ou du Vésuve en l'an 79. Elle projette dans l'atmosphère près de 10 km3 de matériaux volcaniques et libère plus de 150 millions de tonnes de vapeur d'eau dans la stratosphère. Une telle quantité de vapeur d'eau suffirait à remplir 58 000 piscines olympiques. L'éruption engendre également les courants sous-marins les plus rapides jamais observés et déclenche des tsunamis dévastateurs, atteignant des régions aussi éloignées que le Pérou, à plus de 1000 km du volcan. Au moins 4 personnes y trouvent de la mort, tandis que d'autres sont portées disparues. Le plus stupéfiant, c'est qu'un signe précurseur s'est manifesté à peine 15 minutes avant l'éruption. Comme cela arrive fréquemment, il n'a pas été repéré. 2 stations sismiques situées à environ 750 km du volcan, une distance inhabituelle pour ce type de phénomène, ont détecté une onde de Rayleigh, une onde sismique qui se propage à la surface du globe. Elle a été causée par une fracture du plancher océanique, où magma et eau de mer ont commencé à interagir sous une pression extrême, probablement à l'origine du déclenchement de l'éruption. Habituellement, les signaux sismiques liés aux éruptions volcaniques sont discrets et ne peuvent être détectés qu'à proximité immédiate du volcan. Mais cette onde de Rayleigh a parcouru une distance exceptionnelle et affichait une intensité inhabituelle. Cela témoigne d'une activité souterraine considérable avant l'éruption. Si les habitants n'ont rien ressenti, les capteurs éloignés, eux, n'ont pas manqué d'enregistrer ce phénomène. Et cette avancée représente une avancée précieuse pour la détection anticipée des menaces volcaniques et l'amélioration des systèmes d'alerte précoce. Si les scientifiques parviennent à identifier ces signaux précurseurs, ils pourraient alerter les populations en amont d'une éruption. Cela offrirait un temps précieux pour l'évacuation et permettrait de limiter les pertes, en particulier dans le cas des volcans sous-marins comme celui-ci, qui peuvent également déclencher des tsunamis dévastateurs. Bien que l'éruption ait été d'une ampleur considérable, son impact est resté relativement contenu. Cette découverte met toutefois en évidence le rôle essentiel des données sismiques dans l'anticipation et la gestion de ces phénomènes. Si ce signal précurseur n'a pas permis d'émettre d'alerte lors de cette éruption, la perspective d'une utilisation en temps réel de ces informations lors d'événements futurs semble prometteuse. Cela s'avère particulièrement vrai pour les éruptions sous-marines qui, contre toute attente, pourraient offrir un délai d'alerte plus long qu'on ne l'imaginait. Même si ce signal d'alerte n'aurait pas été perceptible à l'oreille humaine, il existe des sons d'une intensité telle qu'ils peuvent être littéralement fatals. De tels bruits sont extrêmement rares, mais le son le plus puissant jamais enregistré a bel et bien coûté la vie de ceux qui se trouvaient à proximité. Le 27 août 1883, l'éruption du volcan Krakatoa, en Indonésie, a généré le bruit le plus assourdissant jamais mesuré, atteignant un niveau stupéfiant de 310 décibels à la source. Pour donner un ordre de grandeur, une perceuse électrique produit environ 98 décibels, tandis que le rugissement d'un réacteur atteint 140 décibels. À partir de 180 décibels, un son est capable de provoquer des lésions irréversibles sur les tissus auditifs. Lors de l'éruption du Krakatoa, le bruit excédait les 170 décibels à une distance de 160 km. Et à seulement 60 km de l'explosion, des marins ont eu les tympans percés. La déflagration a résonné avec une telle intensité qu'elle a été entendue jusqu'à 4800 km de distance. À Alice Springs, en Australie, située à plus de 3500 km du volcan, des bergers ont affirmé avoir perçu ce qu'ils prenaient pour des coups de feu. L'onde sonore du Krakatoa a fait le tour du globe à plusieurs reprises. Même si personne ne l'a entendu au-delà de 4800 km, des instruments ont enregistré des hausses brutales de pression atmosphérique jusqu'au Canada et en Angleterre. Une preuve que l'onde acoustique engendrée par l'éruption a parcouru la planète entière. Les sons dépassant 150 décibels peuvent s'avérer extrêmement dangereux pour l'organisme. Une exposition à des niveaux compris entre 170 et 200 décibels peut provoquer des lésions mortelles,
notamment l'éclatement des poumons. Quant aux sons excédant 240 décibels, ils entraînent des blessures d'une extrême gravité, mieux vaut ne pas en connaître les détails. Disons simplement que ce type de phénomène est courant dans les dessins animés, mais rarissime dans la réalité. L'explication scientifique derrière ce phénomène repose sur le fait que le son est avant tout une onde de pression capable de se propager aussi bien dans les solides que dans les liquides. Lorsqu'un bruit atteint une intensité extrême, il peut même traverser le corps humain. Si la pression générée est suffisante, elle peut provoquer la rupture des tympans ainsi que des organes internes, entraînant des lésions graves, souvent fatales. Les volcans déclenchent souvent de petites secousses avant une éruption. Et ils produisent également un phénomène sonore particulier appelé trémor harmonique. Ce son se manifeste sous la forme d'un bourdonnement dont la fréquence augmente progressivement avant de s'interrompre brusquement juste avant l'éruption. Ce type de signal a été enregistré sur de nombreux volcans à travers le monde. Cependant, ce qui rend le volcan Redoubt en Alaska unique, c'est que ces trémors sont d'une intensité telle qu'ils sont perceptibles à l'oreille humaine, donnant l'impression que le volcan pousse un véritable hurlement avant l'éruption. D'après un géophysicien de l'Université de Washington, la fréquence du trémor harmonique du mont Redoubt atteint un tel niveau qu'elle n'est audible que sous la forme d'un léger bourdonnement grave, et cela, même lorsqu'elle atteint son maximum. Ce trémor dépasse de loin ceux enregistrés sur d'autres volcans, remettant en question les modèles scientifiques utilisés jusqu'à présent pour expliquer ces phénomènes. Face à ces observations, les chercheurs ont dû élaborer une nouvelle approche pour rendre compte de ces trémors particulièrement aigus. La plupart des sons volcaniques proviennent des vibrations des bulles de magma lorsqu'elles remontent à travers les fissures de la croûte terrestre. Mais dans le cas du Redoubt, les scientifiques estiment que le trémor harmonique et les secousses qui l'accompagnent sont liés au passage du magma sous une pression extrême à travers une ouverture étroite. À l'intérieur du conduit volcanique, ce passage reliant la chambre magmatique au cratère. Le magma, particulièrement visqueux, adhère aux parois rocheuses. À mesure que la pression s'accroît, il progresse lentement avant de se coller à nouveau, jusqu'à ce que la force accumulée le pousse à se déplacer de nouveau. Ces déplacements soudains génèrent de petites secousses, qui deviennent de plus en plus fréquentes sous l'effet de la pression, jusqu'à fusionner en un bourdonnement continu et de plus en plus aigu. Autrement dit, ce sont les roches elles-mêmes qui produisent ce son. Ce nouveau modèle d'interprétation est essentiel, car il pourrait permettre aux chercheurs de mieux comprendre les cycles éruptifs des volcans comme le mont Redoubt. Il pourrait aussi jouer un rôle dans les systèmes d'alerte précoce. Lorsque le Redoubt a commencé à produire ce cri, l'éruption avait déjà débuté depuis plusieurs jours. Le trémor ne fournit souvent qu'un court laps de temps, de quelques minutes à quelques heures, avant une nouvelle explosion. Dans le cas du Redoubt, il atteint une fréquence extrêmement élevée avant de s'interrompre brutalement, plongeant dans un silence angoissant juste avant la reprise de l'éruption. Cette pause correspond à un ralentissement de l'activité sismique, où les deux côtés de la faille glissent en douceur l'un contre l'autre. Peut-être est-ce le stade où même les secousses sismiques ne parviennent plus à suivre l'évolution du phénomène. Ce nouveau modèle d'analyse pourrait également s'appliquer à d'autres volcans, comme la soufrière de l'île caribéenne de Montserrat. Les chercheurs s'attachent désormais à comprendre pourquoi la pression au sein du mont Redoubt semble se concentrer en un point précis. Afin de poursuivre leurs investigations, ils ont réalisé 2 enregistrements de l'activité sismique du volcan. Le premier, d'une durée de 10 secondes, condense environ 10 minutes de signaux sismiques et de trémors harmoniques, accélérés 60 fois. Le second, long d'1 minute, résume près d'1 heure d'activité, comprenant plus de 1600 petits séismes qui ont précédé la première explosion du Redoubt, accompagnée d'un trémor harmonique. Ces enregistrements constituent une ressource précieuse pour mieux comprendre les mécanismes des éruptions volcaniques et leurs signes précurseurs. Le sol se met soudain à trembler, tandis que des nuées de gaz s'élèvent dans le ciel, plongeant la journée en pleine obscurité. Certaines portions du sol commencent à se déformer, se soulever ou même s'effondrer. Autant de signes avant-coureurs d'une éruption imminente. Et ce scénario pourrait bien se répéter avec le mont Spur. Situé à environ 120 km d'Anchorage, l'une des villes les plus dynamiques d'Alaska, le mont Spur représente une menace tangible. Plus de la moitié des habitants de l'État le plus au nord des États-Unis résident à Anchorage. Chaque jour, une immense quantité de fret aérien transite par son aéroport international. Ainsi,
Lorsqu'un volcan situé si près d'un carrefour aussi crucial manifeste des signes d'agitation, cela attire inévitablement l'attention de tous. À titre informatif, environ 350 millions de personnes dans le monde vivent dans la zone à risque d'un volcan en activité. Cela signifie qu'une personne sur 20 se trouve exposée aux dangers liés à une éruption volcanique. Les Alaskiens espéreraient sans doute que l'éveil du mont Spurr relève de la fiction, mais la réalité est tout autre. L'Observatoire volcanologique d'Alaska a enregistré plusieurs des signes caractéristiques d'une activité volcanique imminente, à tel point que le niveau d'alerte a été relevé au jaune, indiquant une agitation dépassant les niveaux habituels. Le mont Spurr est entré en éruption à 2 reprises dans les années 90 et ces événements furent assez puissants. Sur une échelle de 1 à 10, elles obtiendraient probablement une note de 6 ou 7. Sans être catastrophiques, elles ont néanmoins engendré des dommages estimés entre 10 et 17 millions de dollars. Cependant, ces chiffres paraissent dérisoires face à l'éruption du mont Redoute en Alaska en 1988, un autre volcan qui a provoqué des dégâts astronomiques, totalisant 345 millions de dollars. La principale raison réside dans les cendres volcaniques qui ont perturbé les moteurs des avions, à l'image du KLM 747, dont tous les moteurs se sont arrêtés sous l'effet des cendres avant de redémarrer in extremis. Si la géologie instable de l'Alaska avait jusque-là suscité peu d'attention, cet événement a indéniablement changé la donne. Lorsqu'on évoque les risques liés au volcanisme, la première image qui surgit est souvent celle de Pompéi, en Italie. Bien sûr, il s'agit du scénario le plus dramatique, une ville engloutie par la lave. Comparé au Vésuve, le mont Spurr peut sembler moins menaçant, mais il a tout de même laissé des traces notables. Lors de sa dernière éruption dans les années 90, il a propulsé des aérosols volcaniques à plus de 18 000 mètres d'altitude. Clarifions un point scientifique essentiel. Les aérosols volcaniques sont des particules liquides qui sont libérées dans l'atmosphère lors d'une éruption. Ils se forment généralement lorsque les gaz volcaniques, comme le dioxyde de soufre, interagissent avec l'eau et d'autres particules présentes dans l'air. Ces aérosols ont la capacité de refroidir la surface terrestre en réfléchissant directement la lumière solaire vers l'espace. Le pire, ils peuvent demeurer dans l'atmosphère pendant plusieurs années après une éruption, entraînant de graves problèmes de santé. L'éruption a libéré des avalanches fulgurantes de gaz brûlants et de cendres, appelées coulées pyroclastiques, accompagnées d'épaisses crues boueuses, connues sous le nom de lahars, sans oublier les gigantesques blocs de roches volcaniques. Certains dépassaient 1 mètre de diamètre et ont été projetés hors du volcan, avec la puissance de véritables boulets de canon, s'écrasant jusqu'à plus de 10 km de distance. La chaleur dégagée a fait fondre une partie d'un glacier voisin, déclenchant des coulées de débris qui ont obstrué la rivière Chakachatna et formé un tout nouveau lac dans la vallée. Malgré tout, la première éruption du mont Spurr a eu un aspect positif. La principale leçon tirée fut l'importance de la surveillance volcanologique. Grâce aux systèmes de contrôle locaux, les pertes économiques ont pu être limitées, ce qui est essentiel pour une ville dont le trafic aérien est aussi dense. Bien que considéré comme actuellement endormi, le mont Spurr reste imprévisible et pourrait entrer en éruption à tout moment. Les volcans sont généralement classés en 3 catégories: actifs, dormants ou éteints, selon leur niveau d'activité. Un volcan actif gronde encore et entre en éruption avec une certaine régularité. Un volcan dormant, lui, a montré des signes d'activité récente, mais reste actuellement en sommeil. Quant aux volcans éteints, ils sont silencieux depuis si longtemps qu'on estime qu'ils ne se réveilleront plus jamais. Parmi les volcans actifs les plus redoutables des États-Unis figure le mont St. Helens, responsable de l'éruption la plus violente de l'histoire du pays. Lors de sa dernière explosion, l'intensité du souffle a emporté environ 400 mètres de son sommet, faisant littéralement disparaître le haut de la montagne. Si le nuage de cendres du mont Spurr vous semblait spectaculaire, celui de St. Helens l'a surpassé en atteignant 24 km d'altitude, plongeant l'est de l'État de Washington dans une obscurité totale. Mais ce n'est pas tout. En seulement 3 minutes, l'éruption a projeté près de 3,7 milliards de mètres cubes de roches incandescentes et de poussière, de quoi remplir 1 million de piscines olympiques sur une superficie de 600 km² de forêts luxuriantes.
Les secousses sismiques qui ont annoncé l'éruption avaient débuté plusieurs semaines avant le 18 mai 1980. Finalement, un séisme d'une magnitude de 5,0 a déclenché un gigantesque glissement de terrain sur l'un des flancs du volcan. À la fin de cette éruption historique, 57 vies avaient été perdues. Près de 7000 grands animaux, comme les cerfs et les wapitis, avaient péri, tandis que des millions d'oiseaux jonchèrent la terre calcinée. Bien que les experts ne s'attendent pas à ce que le mont St. Helens rejoue un épisode de cette ampleur dans un avenir proche, ils continuent de le surveiller de près, car le volcan est loin d'être éteint. Pour la petite anecdote, le mot volcan tire son origine de Vulcain, la divinité romaine du feu. Les éruptions surviennent souvent au point de rencontre des plaques tectoniques, ces fragments de la croûte terrestre qui s'assemblent comme un puzzle. La fameuse ceinture de feu, située dans l'océan Pacifique, constitue la zone volcanique la plus active du globe. Elle abrite entre 750 et 915 volcans en activité. Le plus grand volcan de la ceinture de feu, et également le plus grand volcan actif au monde, est le Mauna Loa. Culminant à plus de 4000 mètres, il est situé à Hawaï. Les chercheurs estiment que ce volcan est en éruption depuis au moins 700 000 ans. La plus récente a débuté le 27 novembre 2022 pour s'achever le 13 décembre suivant. Resté silencieux depuis les années 80, le Mauna Loa a fini par s'éveiller. Heureusement, grâce à la surveillance continue assurée par l'Observatoire volcanologique d'Hawaï, sa dernière éruption n'a fait aucune victime. Les scientifiques ont massivement investi dans le suivi des volcans, non seulement pour limiter les impacts économiques, mais aussi pour sauver des vies. Leur dernier projet ambitieux consiste à forer directement dans les volcans. Récemment, des scientifiques ont entrepris un voyage jusqu'en Islande, un véritable point chaud volcanique. Ce pays compte à lui seul près de 33 volcans actifs. Cependant, celui qui retient particulièrement leur attention est le système volcanique de Krafla, qui a connu environ 30 éruptions au cours du dernier millénaire. La plus récente, datant du milieu des années 80. Le projet Krafla Magma Test Bed, ou KMT, vise à mieux comprendre le comportement du magma sous la surface terrestre. L'un des principaux atouts de ces recherches par forage est la prévision des risques d'éruption. Mais elles offrent aussi une opportunité de faire progresser l'énergie géothermique. Imaginez un monde où l'électricité serait alimentée par une source d'énergie aussi inépuisable que la puissance des volcans. L'équipe du projet KMT prévoit de débuter le forage en profondeur en 2027. Avec pour objectif d'atteindre plus d'1 kilomètre sous terre. Surveiller l'activité de la lave lorsqu'elle est en surface est une chose, mais l'étudier lorsqu'elle reste confinée sous terre en est une autre. Selon les chercheurs, cette approche permettra de véritablement écouter le pouls de la Terre. D'après eux, ces recherches pourraient être aussi révolutionnaires que la conquête de la Lune. Et en parlant de cela, saviez-vous que des volcans existaient ailleurs dans le système solaire ? Oui, d'autres planètes et lunes en abritent également. Le plus grand volcan connu est Olympus Mons, situé sur Mars. Il s'agit d'un volcan bouclier similaire à ceux des îles hawaïennes, mais il mesure près de 600 km de large. Si on l'amenait sur Terre, il couvrirait presque toute la Pologne. Impressionnant. Les supervolcans les plus grands et les plus méchants de notre planète se réveillent. Lorsqu'ils entreront en éruption, vous le remarquerez certainement, même si vous vivez à des milliers de kilomètres de l'épicentre. Les scientifiques craignent que nous n'ayons pas assez de temps pour nous préparer et faire face aux conséquences d'une super éruption. On observe une activité volcanique près de la ville italienne de Naples. Et non, cela n'a rien à voir avec le célèbre Vésuve, mais avec un autre volcan. Celui-ci est plus difficile à voir car son sommet n'est pas aussi élevé. Mais ne vous laissez pas abuser par ce mauvais garçon. Il pourrait être bien plus dangereux que son gigantesque voisin. Il possède un énorme cratère d'environ 13 km de large. Ce volcan porte le nom de champ Phlégréen. Il s'agit de l'un des plus grands d'Europe, et il se trouve dans le golfe de Pouzol. Les champs Phlégréens sont entrés en éruption il y a 39 000 ans, avec une explosion si massive qu'elle a répandu des cendres dans toute la région méditerranéenne. Elle a également provoqué une baisse de température de plus de 9 degrés Celsius dans toute l'Europe de l'Est. Ce fut la plus grande éruption volcanique du continent en 200 000 ans. Depuis, les champs Phlégréens ont connu des éruptions plus modestes, la dernière datant de 1538.
Aujourd'hui, la région regorge de petits cratères, de sources d'eau chaude et de bassins bouillonnants qui prouvent que ce supervolcan est toujours bien vivant et qu'il ne nous a pas oubliés. Depuis le début des années 2000, le sol du cratère géant et de la ville voisine s'élève lentement de 3 à 4 cm par an. Au moins 150 tremblements de terre ont secoué cette zone ces derniers temps. En mai 2024, un séisme d'une magnitude de 4,4 s'est produit dans la région, le plus important des 40 dernières années. Les habitants ont dû quitter leur maison et camper à l'extérieur car ils craignaient d'autres tremblements de terre. Personne ne sait comment les champs flégréens se comporteront dans les mois et les années à venir. Alors les autorités organisent des exercices d'évacuation pour préparer la population au pire. Mais ce volcan italien ressemble à un chaton innocent comparé à la caldeira de Yellowstone. Pour qu'un volcan mérite le titre de supervolcan, il doit être capable de produire des éruptions catastrophiques et d'éjecter d'énormes quantités de magma, de cendres et de gaz volcaniques. Le géant de Yellowstone répond à ces critères. Même s'il bouge de temps en temps, ce supervolcan américain n'est pas entré en éruption depuis 640 000 ans. Mais lorsqu'il se réveillera, il le fera probablement avec une puissance incroyable, équivalente à celle que peuvent produire 10 énormes centrales nucléaires. Sous le sol de Yellowstone, il y a une zone très chaude remplie de roches en fusion, le magma. Au fur et à mesure que toute cette matière brûlante se déplace dans ce que l'on nomme la chambre magmatique, le sol au-dessus commence à se gonfler et à s'élever. Lorsque le magma se refroidit, le sol s'affaisse. Entre 2004 et 2009, le sol de Yellowstone s'est élevé de près de 25 cm, mais il a commencé à redescendre lentement en 2010. Les scientifiques ne savent pas si ce volcan entrera bientôt en éruption. Mais il existe un autre grand volcan, la caldeira de Long Valley, en Californie. Il est actif depuis 1980 et pourrait représenter une menace très importante pour les habitants de cet État. Les scientifiques qui l'étudient ont découvert qu'il n'avait eu besoin que d'une petite année pour préparer sa plus grande éruption, survenue il y a 760 000 ans. C'est une mauvaise nouvelle, car l'éruption d'un supervolcan peut avoir un impact considérable sur la planète, comme l'éruption du volcan Toba à Sumatra, il y a environ 74 000 ans. Il s'agissait de la plus grande éruption volcanique que la Terre ait connue en 28 millions d'années. Elle a recouvert une partie de l'Indonésie, de l'Inde et de l'océan Indien d'une épaisse couche de débris volcaniques, comme une couverture de 15 cm. La quantité de roches rejetées correspondait à près de 3 millions d'Empire State Buildings, empilés les uns sur les autres. Le cratère géant créé à cette occasion est toujours visible depuis l'espace. Toute la cendre, ainsi que des gaz, se sont élevés dans l'air et ont bloqué une partie de la lumière du Soleil. Résultat, un hiver volcanique qui a duré entre 6 et 10 ans. Certains scientifiques pensent que cette éruption a pu affecter les premiers hommes. À l'époque de l'éruption du Toba, la population humaine a connu une chute brutale. Certains affirment même que, pour cette raison, les hommes modernes sont tous issus d'un petit groupe de survivants. Selon la théorie de la catastrophe de Toba, la plupart des premiers hommes d'Europe et d'Asie n'ont pas survécu au climat froid et rude qui a suivi l'éruption. Seuls quelques chanceux, en Afrique, auraient surmonté cette épreuve. Tous les scientifiques ne s'accordent pas sur cette hypothèse, certaines données archéologiques et climatiques témoignant d'une toute autre histoire. Un autre volcan qui a profondément changé le monde est le Tambora, en 1815. L'année qui a suivi est entrée dans l'histoire comme l'année sans été. Il faisait froid et pluvieux, et il y avait de la neige et du gel jusqu'en plein mois d'août, surtout en Europe et en Amérique du Nord. Cela s'explique par le fait que le volcan a rejeté des quantités énormes de dioxyde de soufre dans le ciel. Le gaz s'est ensuite répandu dans le monde entier, ce qui a eu pour effet de refroidir la planète. L'éruption du Tambora a également provoqué des tsunamis dévastateurs qui ont coûté la vie à près de 10 000 personnes. Par la suite, environ 80 000 autres personnes sont décédées en raison des conséquences de l'éruption. Le froid a détruit les récoltes, si bien que la nourriture est devenue très chère. Et comme les chevaux étaient alors notre principal moyen de transport, le prix de l'avoine a lui aussi augmenté de façon considérable. Certains pensent même que cela a conduit à l'invention d'un tout nouveau moyen de transport en 1817, la bicyclette. L'éruption a rendu la Terre plus froide pendant environ 3 ans. Mais même s'il s'agissait là d'un événement d'une puissance rare, c'est la catastrophe du Krakatoa, un autre volcan indonésien, qui a remporté la palme en 1883. À cette époque, il était tout simplement plus facile de diffuser des informations grâce aux télégrammes et aux photos. Son explosion finale fut le bruit le plus puissant jamais enregistré dans l'histoire. Les gens ont pu l'entendre sur 10% de la surface totale de la Terre.
L'éruption a déclenché un tsunami dont les vagues ont atteint la moitié de la hauteur de la Statue de la Liberté. Si nous n'avions que 12 mois pour nous préparer à l'éruption d'un supervolcan, il nous serait vraiment difficile de stocker suffisamment de nourriture pour tout le monde. Mais ne paniquez pas tout de suite. Les éruptions de supervolcans sont très rares. La dernière s'est produite il y a 26 500 ans en Nouvelle-Zélande. Les scientifiques pensent qu'une super-éruption se produit en moyenne une fois tous les 100 000 ans. Mais ce qui est triste, c'est que la Terre ne suit pas une chronologie parfaite. Il pourrait y avoir des super-éruptions avec des intervalles plus courts et des périodes de calme plus longues. Étant donné qu'il y a déjà eu 2 super-éruptions au cours des 100 000 dernières années, il y a toujours un risque que l'une d'entre elles se reproduise plus tôt que prévu. En plus des supervolcans de Yellowstone et de Long Valley, les scientifiques font état de quelques points chauds moins connus mais tout aussi inquiétants. Au Chili, la Laguna del Maule est entrée en éruption par le passé, laissant derrière elle un immense cratère. Au cours des 20 dernières années, le sol s'est mis à s'élever de près de 0,3 mètres par an, soit très rapidement. Certaines personnes s'inquiètent du fait que cela pourrait être le signe d'une grande éruption à venir. Mais les scientifiques affirment qu'il n'y a pas encore assez de magma pour qu'une catastrophe survienne. En Bolivie, le volcan Uturuncu se réveille également. Il fait partie d'un groupe de volcans qui ont fait parler d'eux par le passé. Depuis les années 60, le sol autour de l'Uturuncu se soulève, mais la dernière éruption remonte à 250 000 ans. Même si le magma remonte, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour l'instant. La probabilité qu'une super-éruption se produise au cours de notre vie est de 1 sur 1400, ce qui est assez faible, et il n'y a donc pas de raison de s'alarmer outre mesure. Mais tout comme quelqu'un gagne à la loterie chaque semaine avec de très faibles chances, une super-éruption pourrait se produire un jour ou l'autre. Et lorsqu'elle se produira, nous devrons absolument être prêts. Vous pouvez enfin envoyer le dernier rapport de la journée et respirer. Le week-end pointe le bout de son nez. Mais alors que vous êtes sur le point d'appuyer sur « Envoyer », un grondement sourd sous votre bureau vous effraie. Est-ce le tramway qui passe? Non, malheureusement, c'est un volcan que vous sentez. Quoi, ici, en Arizona? Eh oui, le sol ne cesse de bouger dans cette région, nous rappelant que la Terre est vivante. Mais ne paniquez pas. Voici un peu de contexte. 20 États américains possèdent des volcans éteints, actifs ou dormants. Parmi ces États, on trouve la Californie, le Nouveau-Mexique, le Nevada, l'Utah et le Colorado. Les volcans de l'Arizona sont actuellement en sommeil, mais cela ne signifie pas qu'ils ne se réveilleront pas dans un avenir proche, ou pas si proche. Alors, que diriez-vous de vous rendre en Arizona à la découverte des traces de son passé volcanique? Elle parsème les paysages désertiques de cet État comme les taches sur le pelage d'un dalmatien. Il existe des champs volcaniques entiers au sud-ouest de Phoenix, à l'est de Douglas, près de Flagstaff, au nord de Kingman et près de la frontière mexicaine. Le plus inquiétant, c'est que bien que ces champs ne soient pas actifs actuellement, des éruptions se produisent dans cette région tous les 1000 ans environ. Et il semble que le temps soit écoulé. La dernière éruption volcanique majeure et destructrice s'est produite il y a environ 1000 ans au Sunset Crater, un endroit qui mérite notre attention. Nous en parlerons un peu plus tard. Tout d'abord, nous devons parler des points chauds. De quoi s'agit-il, vous demandez-vous? Dans notre contexte volcanique, un point chaud est un endroit où des quantités folles de chaleur font fondre la croûte terrestre, la fine couche extérieure de la Terre, et donnent naissance au volcan. Cette chaleur provient du manteau, qui se trouve entre le noyau dense et surchauffé de notre planète et la croûte. Vous voulez voir un exemple de ce type de volcanisme? Bienvenue à Hawaï. La grande île a des volcans actifs parce qu'elle est actuellement située au sommet du point chaud hawaïen. Les îles hawaïennes plus anciennes ont connu ça autrefois, mais elles ont fini par dériver vers le nord-ouest. Cela s'est produit parce que la croûte océanique sur laquelle elles reposaient, à savoir la plaque du Pacifique, s'est déplacée. Maintenant, regardez les bassins océaniques de notre planète. Ils sont littéralement parsemés d'îles situées directement au-dessus de points chauds, comme Hawaï, l'Islande, les Samoa. Les Galapagos sont probablement les exemples les plus célèbres. Mais n'allez pas croire que les continents ne peuvent eux aussi posséder leurs points chauds. C'est bien le cas.
mais c'est beaucoup moins courant. L'un des points chauds continentaux les plus célèbres est... Ah, je parie que vous le connaissez. Celui qui se trouve sous la caldeira de Yellowstone. Au fait, une caldeira est un vaste cratère volcanique, notamment formé à la suite d'une éruption massive qui a entraîné l'effondrement de l'embouchure d'un volcan. Le point chaud de Yellowstone est à l'origine du geyser Old Faithful et des autres sources d'eau chaude et mares de boue qui font la renommée de ce parc national. À propos d'Old Faithful, nous allons faire un petit détour pour nous intéresser à cette merveille de la nature. Il s'agit de l'un des geysers les plus célèbres au monde. Depuis plus d'un siècle, les gens viennent du monde entier pour l'admirer. Ce qui est intéressant avec ce genre de geyser, c'est qu'ils ne peuvent se former que dans des conditions très particulières. Voilà pourquoi ils sont si rares. Le magma sous la surface surchauffe des poches d'eau souterraines. La pression augmente progressivement, et un jour, l'eau jaillit avec une force inouïe. Une certaine roche volcanique, la rhyolite, à forte teneur en silice, tapisse le tunnel par lequel l'eau s'échappe. En fait, elle forme une conduite capable de résister à la pression immense et à la chaleur incroyable de l'éruption d'eau, si spectaculaire vue depuis la surface. Old Faithful est le tout premier geyser à avoir été baptisé à Yellowstone. Si vous visitez le coin et que vous vous attendez à ce qu'il se manifeste toutes les heures, vous serez déçu. En moyenne, ce geyser entre en éruption toutes les 91 minutes environ, ce qui n'est quand même pas si mal. De plus, vous pouvez télécharger une application spéciale qui vous donnera l'heure approximative de la prochaine éruption. Mais soyez très prudent lors de votre visite et restez à l'écart du site. L'eau qui jaillit de ce puissant geyser atteint les 95 °C. Et sa vapeur est encore plus brûlante, jusqu'à 176 °C. Assez chaud pour faire cuire un gâteau. Mais revenons à nos points chauds. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi il y a si peu de points chauds volcaniques sur la croûte continentale. L'une des raisons pourrait être que cette croûte est beaucoup plus épaisse que celle qui tapisse les océans, 4 fois plus épaisse en moyenne. Une autre raison pourrait être que la majeure partie de la croûte terrestre, environ les 2/3, est océanique. Que tout naturellement, donc, plus il y a de croûte, plus il y a de points chauds. Je parie que ceux d'entre vous qui vivent en Arizona apprécieront l'information suivante. Nous allons parler d'un champ volcanique situé en plein cœur de cet État, le champ volcanique de San Francisco. Il s'agit d'une vaste zone comptant plus de 600 volcans. Certes, la plupart d'entre eux sont petits, mais ils n'en sont pas moins impressionnants. Ils sont dispersés sur 4660 km² dans le nord de l'Arizona, un territoire gigantesque. Il est intéressant de noter que les scientifiques ne s'entendent toujours pas sur la question de savoir si ce champ volcanique est réellement situé au-dessus d'un point chaud. Mais ils s'accordent sur un point. Les volcans de cette région sont de plus en plus jeunes à mesure que l'on se dirige vers l'est. Et ce schéma correspond au déplacement de la plaque nord-américaine vers l'ouest, au-dessus de ce qui pourrait être un point chaud stationnaire sous la surface de notre planète. Génial, non ? Le tumulte volcanique dans cette zone a commencé il y a environ 6 millions d'années. En termes géologiques, c'est donc relativement récent. Quant à la dernière éruption, elle s'est produite il y a moins de 1000 ans. Le Sunset Crater, que j'ai déjà mentionné, celui qui se trouve près de Flagstaff, est l'évent le plus célèbre de cette éruption. Le peuple Sinagua a dû quitter ses maisons de Wupatki Pueblo à cause de la catastrophe. Ce site fait aujourd'hui partie du Wupatki National Monument. Vous pouvez y voir comment les gens vivaient dans cette région volcanique il y a de nombreuses années. Si vous explorez ce territoire, vous remarquerez que la plupart des volcans sont des cônes de cendres basaltiques, petits et escarpés. Le plateau du Colorado connaît des conditions climatiques assez sèches. C'est pourquoi les volcans ne se sont pas beaucoup érodés. Certains des plus beaux spécimens, comme celui-ci, qui porte le nom de SP Crater, donnent l'impression d'être apparus hier seulement. Mais regardez autour de vous. Il n'y a pas que des cônes de cendres. Le champ volcanique de San Francisco compte également un stratovolcan, ainsi que des dômes de lave formés à partir de roches volcaniques, rhyolite et dacite, contenant plus de silice que de basalte, à l'inverse de ce que l'on trouve à Hawaï par exemple. Ces roches sont plus épaisses et ne s'écoulent pas aussi facilement. Quoi qu'il en soit, le stratovolcan sera l'un des sites les plus spectaculaires que vous découvrirez au cours de votre visite sur ce champ volcanique.
Enfin, pas le stratovolcan lui-même, mais les San Francisco Peaks, qui forment les vestiges de cette immense formation. Ils s'élèvent à plus de 3840 mètres, soit 4 Burj Khalifa et demi placés les uns au-dessus des autres. Ces pics constituent donc l'un des principaux points de repère du nord de l'Arizona. Ils sont non seulement impressionnants, mais également sacrés pour les Amérindiens qui vivent dans la région depuis de nombreuses générations. Contrairement au volcan superactif d'Hawaï, le champ volcanique de San Francisco prend son temps. Des milliers d'années s'écoulent entre deux éruptions. Mais ne vous détendez pas tout de suite. Les géologues affirment qu'une nouvelle éruption est susceptible de se produire prochainement. Elle se produira probablement dans la partie orientale du champ, loin des grandes villes. Ouf! Et si cette nouvelle éruption ressemble à celle qui a formé le Sunset Crater, ce sera un véritable spectacle. Des fontaines et des rivières de lave. Mais tout ça pourrait ne pas survenir avant plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. D'ici là, le champ volcanique de San Francisco restera un joyau caché de l'histoire volcanique de la Terre, et nous sommes impatients d'assister à son impressionnant éveil. La dernière éruption de ce volcan remonte à environ 500 ans, mais récemment, il s'est mis à émettre de petites secousses très fréquemment. Les scientifiques en enregistrent plus d'1 millier par mois. Je veux bien sûr parler du supervolcan connu sous le nom de champ Phlegréen, situé en Italie. Il y a quelques semaines, la région a été secouée par un tremblement de terre d'une magnitude de 4,4, avec 150 secousses en une seule nuit. Il s'agit du plus puissant tremblement de terre depuis plus de 40 ans. De nombreux habitants ont passé la nuit dans leur voiture. Et au matin, ces secousses ont été suivies d'un second séisme, un peu plus faible, d'une magnitude de 3,6. L'Italie est-elle donc en danger ? Le tremblement de terre lui-même n'a pas été assez important pour causer de graves dommages, mais il a semé la panique. À l'heure actuelle, les autorités locales élaborent des plans d'urgence ambitieux. Si le pire se produit, elles devront évacuer des centaines de milliers de personnes. L'une des raisons, c'est la proximité de cette zone avec Naples, qui compte plus de 3 millions d'habitants. Les gouvernants envisagent même de payer les gens pour qu'ils quittent leur maison. Pour l'instant, les écoles restent fermées dans la région des champs Phlegréens. Les autorités allouent plus de 500 millions d'euros pour assurer la sécurité des bâtiments et des constructions. Une alerte jaune est toujours en vigueur dans la zone, où vivent 80 000 personnes. Il y a aussi la zone rouge, la plus dangereuse. 1250 maisons s'y trouvent, et toutes sont exposées à un risque sismique élevé en cas d'éruption. En outre, plus de 2 fois plus de maisons seront exposées à un risque moyen. L'Italie est un pays sujet à l'activité sismique. Et Puzzole est une ville densément peuplée, située sur l'un des supervolcans les plus dangereux d'Europe. Les champs Phlegréens comptent 24 cratères souterrains. À côté d'eux, le célèbre Vésuve fait donc plutôt pâle figure. Oui, le volcan qui a fait disparaître la ville romaine de Pompéi de la surface de la Terre en 79 après Jésus-Christ. Cette ville prospérait près de la base du Vésuve, dans la baie de Naples. À l'époque du Premier Empire romain, 20 000 personnes vivaient à Pompéi. Il s'agissait de marchands, d'industriels, d'agriculteurs, etc. Le sol de la région était riche et fertile, ce qui explique la présence de nombreux vergers et vignobles. Curieusement, personne ne savait que cette terre noire était le résultat d'une éruption antérieure du Vésuve. La région était l'une des destinations estivales préférées des Romains fortunés. Malheureusement, le 24 août 79 à midi, toute cette prospérité a disparu. Le sommet du Vésuve a explosé, projetant dans la stratosphère un nuage de cendres et de pierres ponces d'une hauteur de 16 km. Pendant les 12 heures qui ont suivi, l'éruption a fait des ravages dans la ville. Des cendres volcaniques et une grêle de pierres, dont certaines mesuraient plus de 7 cm de diamètre, se sont abattues sur Pompéi. Les habitants de la ville ont dû fuir, terrorisés. Environ 2000 personnes se sont retranchées dans des structures de pierre et dans des caves, paralysées par la peur. Ils espéraient pouvoir y attendre la fin de l'éruption. Qui sait, s'ils avaient décidé de quitter la ville au tout début de l'éruption, ils auraient peut-être eu quelques chances de survivre. Un vent d'ouest a protégé la ville des premiers effets de l'éruption. Mais bientôt, un gigantesque nuage de cendres et de gaz brûlants a dévalé le versant ouest du Vésuve.
Il a englouti la ville, brûlant tout sur son passage. Ce nuage dévastateur a été suivi d'un déluge de boue et de roches volcaniques qui a complètement enseveli la ville. Comme si le volcan voulait s'assurer que personne ne survivrait. Un nuage de gaz toxique s'est ensuite déversé dans la ville, mettant fin à la vie des rares survivants le 25 août. Une coulée de roches et de cendres a suivi, faisant s'effondrer toits et murs et transformant la ville en un gigantesque cimetière. Lorsqu'un supervolcan entre en éruption, les conséquences sont généralement catastrophiques. Les supervolcans ont connu au minimum une éruption dont l'indice d'explosivité était de 8, ce qui est le chiffre le plus élevé jamais enregistré. Les supervolcans sont souvent extrêmement grands et ne possèdent pas de cône. Cela s'explique par le fait qu'ils sont généralement les vestiges de gigantesques chambres magmatiques ayant jadis explosé, laissant derrière elles une caldeira. Ces chambres sont généralement situées au-dessus de points chauds et se manifestent lorsque d'énormes volumes de magma tentent de s'échapper des profondeurs du sous-sol et elles finissent par éclater à la surface de la Terre. Parfois, tout ce magma reste bloqué, incapable de percer la croûte terrestre. C'est alors que d'énormes mares de magma sous pression se rassemblent à plusieurs kilomètres de profondeur. La pression ne cesse d'augmenter car de plus en plus de magma tente de remonter à la surface. À un moment donné, une super-éruption se produit. La plus récente super-éruption connue a eu lieu en Nouvelle-Zélande. Quand je dis récente, je veux dire qu'elle s'est produite il y a environ 26 500 ans. Un supervolcan situé sous la surface du lac Taupo a projeté dans l'air plus de 1250 km3 de cendres et de pierres ponces. Imaginez 500 000 grandes pyramides de Gizeh s'envolant en même temps. C'est dire l'incroyable puissance de cette éruption. Mais le plus fascinant et le plus déroutant dans cette éruption, c'est que le volcan Taupo ne s'est pas simplement éteint comme beaucoup d'autres. Au début, tout se passait comme d'habitude. Des tonnes et des tonnes de magma sous pression s'étaient accumulées sous la surface et la pression était de plus en plus forte. Mais une fois les premières fissures apparues et la première portion de lave sortie du cratère, quelque chose a mal tourné et le supervolcan a fait une pause. Ce n'est que quelques mois plus tard seulement que l'éruption désastreuse a secoué le sol. Des milliers de tonnes de lave, de roches et de cendres se sont envolées dans l'atmosphère. La configuration inhabituelle du lac Taupo déconcerte encore les scientifiques. L'éruption indonésienne de la caldeira de Toba, il y a 75 000 ans, a été la plus importante des 2 derniers millions d'années. Les experts estiment que l'éruption a pu libérer des centaines de milliers de tonnes d'acide sulfurique, ce qui aurait même pu provoquer un refroidissement de plusieurs degrés de la surface de la planète. Mais aujourd'hui, l'impact est difficile à détecter en raison des glaciers qui ont recouvert le sol par la suite. Il existe également plusieurs supervolcans qui n'ont pas encore mérité ce nom car ils n'ont jamais produit de super-éruption. Par exemple, en 1883, le volcan indonésien Krakatoa a explosé. La puissance de l'éruption a déchiré les parois du volcan. L'eau de mer s'est ensuite engouffrée dans ses entrailles en fusion. La différence de température a fait exploser le volcan dans un bruit assourdissant. On l'a clairement entendu à 4800 km de là, en Australie. Cela a valu à l'explosion le titre de bruit le plus fort de l'histoire. Mais même si les conséquences de cet événement ont été vraiment catastrophiques, il s'est avéré qu'il n'était pas assez puissant pour être considéré comme une super-éruption. L'indice d'explosivité volcanique n'était que de 6. Il y a aussi le Mauna Loa. C'est un volcan bouclier, ce qui signifie qu'il ne produit pas d'éruption explosive. Mais sa taille fait de ce monstre un volcan extrêmement dangereux. Pour l'instant, le volcan semble en paix avec son environnement. Les équipements de recherche ne montrent aucun signe d'activité. Mais si le Mauna Loa entrait soudainement en éruption, les coulées de lave pourraient atteindre l'océan et les lieux les plus peuplés et les plus touristiques, comme la zone territoriale de Captain Cook, très rapidement, en quelques heures seulement. La dernière fois que ce volcan est entré en éruption, la lave a atteint la banlieue de Hilo, de l'autre côté de l'île. C'est là que se trouve l'université d'Hawaï. Heureusement, les habitants ont eu quelques semaines d'avance pour se préparer à la catastrophe. Au cours de son histoire, le Mauna Loa est entré en éruption assez régulièrement, presque tous les 6 ans. En revanche, les volcans de la Big Island ne sont pas très volatiles. La raison, c'est que ce sont des volcans boucliers.
Ces volcans ont reçu ce nom parce qu'ils ne sont pas très hauts et qu'ils ressemblent à un bouclier de guerrier posé à plat sur le sol. Les volcans boucliers sont formés par une lave très fluide. Elle se déplace beaucoup plus loin et forme des coulées beaucoup plus fines que la lave provenant d'un stratovolcan, qui a une forme conique et qui est haut, comme le tristement célèbre Krakatoa d'Indonésie. Par conséquent, si le Mauna Loa entre un jour en éruption, il n'y aura probablement pas de nuages de cendres ni de tonnes de débris. C'est la lave qui sera la plus dangereuse. Le Mauna Loa étant un volcan bouclier, sa lave est extrêmement fluide et volumineuse, ce qui lui permet de s'écouler loin et vite.